J'ai l'honneur de passer la parole au nouveau président de l'association Équilibre des énergies. Serge Lepelletier a été élu hier par le conseil d'administration. Serge Lepelletier est ancien ministre de l'écologie et du développement durable. Il succède donc à Jean Bergogneau, qui est notre président d'honneur, mais qui va poursuivre son action au sein de l'association en tant que président du comité scientifique. Pour Serge Lepelletier, Eden est au cœur des questions écologiques et sociales qui se posent aujourd'hui. C'est sur l'énergie que repose le développement économique et la préservation de l'environnement pour limiter le changement climatique. Serge, je te passe la parole. Merci beaucoup. Juste un tout petit mot pour vous dire que c'est évidemment avec beaucoup de plaisir et d'émotion que j'ai été élu hier président d'Eden, qui est pour moi vraiment une structure, une association essentielle par rapport au sujet fondamental aujourd'hui concernant le développement économique. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement économique, et c'est l'énergie qui fait le véritable lien, je l'avais déjà exprimé, entre écologie et économie. Donc, et je voudrais vraiment remercier Jean Bergogneau du travail que nous avons déjà fait ensemble et qu'on va continuer à faire, parce que pour moi il était essentiel. Il reste président de la commission scientifique, parce que l'expert, c'est pas moi, si je peux me permettre, dans ce domaine. Et je voudrais aussi vraiment remercier Dominique Ristori d'être là, d'être avec nous, parce que la direction que vous avez à la Commission européenne est fondamentale. Il faut savoir que chaque direction générale de la Commission est l'une des structures les plus importantes qui soit, puisque c'est au niveau européen que beaucoup de décisions sont prises, notamment en matière environnementale, mais aussi dans d'autres domaines. Et le président de la Commission européenne a très clairement exprimé le fait que pour lui, l'un des sujets fondamentaux de sa fonction, c'était la question énergétique pour l'avenir et pour les décisions. Parce que je dirais que jusqu'à aujourd'hui, l'autonomie des nations en termes énergétiques est encore restée. Et que c'était vraiment une question pour l'avenir. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. Merci d'abord d'être nombreux ce matin dans cet environnement très sympathique à Paris. Et je voudrais essentiellement insister sur deux points. Nous faisons face aujourd'hui à deux défis essentiels. L'un qui est la sécurité énergétique et la compétitivité, et l'autre qui est le changement climatique. Et les deux sont évidemment très reliés. Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que la production et la consommation d'énergie sont à l'origine de 80% des émissions, et donc évidemment l'énergie est aussi au cœur de la lutte contre le changement climatique. Sur ces deux questions, il y a aussi la perspective de la conférence de Paris l'année prochaine. C'est une conférence qui se tient à Paris, en France, et qui, sans doute pour la première fois depuis que nous abordons ce sujet, a une chance historique de pouvoir aboutir à un succès, si chacun y met de l'engagement et de l'intelligence. Et s'il y a une chance d'aboutir à Paris l'année prochaine, c'est parce que les cartes ont été redistribuées d'une manière plus positive. D'abord avec l'accord du mois d'octobre, que le président Bergogneau a évoqué, et ensuite par la décision des États-Unis d'Amérique et de la Chine de rejoindre ceux qui vont travailler intensément pour un succès. Et je vous dis, c'est la première fois qu'on a ce panorama devant nous, parce que si vous ajoutez États-Unis, Chine et Europe, vous êtes à peu près à 60% des émissions globales d'émissions dans le monde. États-Unis plus Chine, c'est 45% des émissions globales. Et donc, ça crée un rapport de force dans la négociation qui est un rapport positif. Et je n'ai pas besoin de m'étendre longtemps sur tout ce qui suivrait un accord de ce type. Mais le premier pas a été un accord au mois d'octobre dernier.
le 23 et le 24 octobre dernier. Vous le savez, on aboutit à des objectifs ambitieux mais atteignables, en particulier au moins 40% de réduction des émissions de CO2, avec à la clé, le président, une réforme importante du système ETS. N'oublions pas que ce système est quand même une création européenne. L'Europe a été une sorte d'architecte ou de pionnier au niveau international sur la question, sur le prix du carbone. L'approche est bonne, c'est une approche basée sur le marché, mais qui nécessite d'être revisitée. Et je l'espère avec des progrès déjà avant Paris, notamment avec la réserve de capacité, pour aboutir à un prix qui joue un rôle directeur en ce qui concerne l'orientation vers un choix non carbone. Ça, c'est très important, extrêmement important. Sur le volet énergétique, vous le savez, tirant les leçons aussi de l'expérience, les propositions de la Commission ont été largement endossées, adoptées par les gouvernements, par les chefs d'État et de gouvernement. C'est le cas pour les énergies renouvelables, avec un objectif d'au moins 27%, obligatoire au niveau européen. Alors on nous dit pourquoi obligatoire au niveau européen, pourquoi vous abandonnez les objectifs nationaux? Et tout simplement parce qu'il faut passer à une phase nouvelle pour les énergies renouvelables. Beaucoup d'entre elles sont devenues compétitives, photovoltaïques, éoliennes terrestres. Et donc on va passer d'une situation marquée par un enfermement dans le cadre national, basé sur des systèmes nationaux de soutien, à une approche plus orientée sur le marché, consolidée par l'encadrement des aides d'État que nous avons fait adopter au mois d'avril de cette année, et qui permettra l'européanisation progressive de l'approche renouvelable, basée sur un rapprochement des systèmes nationaux de support et sur la création de marchés plus larges dans l'ensemble régional et européen, attirant par là même plus d'investissements privés et basé sur l'élimination progressive des subventions quand celles-ci ne sont plus justifiées par le besoin de booster. Je le rappelle, ce que nous avons fait dans les années précédentes a permis un boom de ces énergies, un développement important de ces énergies, de leur technologie, et il faudra demeurer en tête de ceux qui maîtrisent ces technologies. C'est extrêmement important. Mais c'est donc une ligne nouvelle de démarcation qui s'est créée à partir du début de l'année en ce qui concerne les énergies renouvelables, avec une approche plus compétitive et plus en mesure de se développer dans l'ensemble européen. Sur l'efficacité énergétique, je pense personnellement que c'est un aspect très important. Un aspect très important pour la politique de l'énergie, pour la politique contre le changement climatique, mais aussi pour l'emploi et pour le développement économique. En particulier dans 3 secteurs. Le bâtiment, qui est probablement le plus réactif à la relance, et on a d'énormes choses à faire pour la rénovation et l'isolation des bâtiments, mais aussi pour le transport et pour les produits. Donc 3 priorités dans ce domaine. On a un objectif européen d'au moins 27%, mais avec une révision avant 2020 ayant à l'esprit 30%, c'était la proposition de la Commission, et je pense personnellement qu'on ira vers cela. Et je vois que les programmes nationaux, en particulier à Paris et à Berlin, vont dans le même sens, et au travers, pas seulement d'intentions, mais au travers de projets de loi. Vous avez évoqué la loi sur la transition énergétique en France, mais on a l'Energiewende en Allemagne, qui vont à peu près dans le même sens, et ça c'est plutôt positif. Mais on a aussi tout ce qui concerne le volet marché intérieur, interconnexion, et beaucoup d'autres choses
y inclut la sécurité énergétique dans ce panier, qui traduit, je le répète, une volonté forte de l'Europe d'aller dans ce sens, à la fois pour la politique énergétique et le climat, et avec un soutien très fort politique au plus haut niveau de nos dirigeants européens. Ceci est porteur dans la perspective de Paris, et ceci a permis aussi de créer un terrain favorable pour l'évolution des positions qui, de mon côté, ne constitue pas une surprise, du côté américain et chinois. Pas une surprise parce que ça a été largement dans la ligne du président Obama, favorisé aussi par des évolutions, y compris de l'énergie aux États-Unis, parce qu'il y a des choses qui bougent, et sur l'offre et sur la demande, mais aussi du côté chinois, puisque vous le savez, la Chine est confrontée à une détérioration rapide de la qualité de l'air, notamment au centre de ses villes, et pas seulement à Pékin, qui pousse le gouvernement chinois à prendre des mesures importantes dans ce domaine. Et dans le même temps, on a toutes les questions de sécurité énergétique. Nous avons travaillé tout l'été pour mettre en place un plan pour l'hiver, compte tenu de la crise russo-ukrainienne. Je dirais que notre situation est meilleure que celle que nous avions connue en 2009, mais néanmoins, nous gardons des degrés de vulnérabilité, notamment en raison de notre dépendance pour le gaz vis-à-vis du gaz russe. C'est un fait, on a du côté gazier 3 fournisseurs essentiels, dont un dominant, la Russie. Donc simplement un chiffre, l'année dernière, donc en 2013, 39% de nos importations de gaz sont venues de Russie, représentant 27% de toute notre consommation gazière européenne. Important. Et vous le savez, on est touché par cette crise. Nous avons en même temps, et c'est à peu près aujourd'hui le seul côté positif, négocié dans le cadre de ce qu'on a appelé la trilatérale avec les Russes et les Ukrainiens, de manière à obtenir un accord intérimaire pour l'hiver, basé sur le paiement des dettes ukrainiennes, mais aussi pour la reprise des fournitures de gaz de la Russie vers l'Ukraine, qui, en même temps, permettent d'assurer une fluidité du transit de gaz de la Russie vers l'Union européenne. C'est un élément important, mais en même temps, nous avions lancé des appels dès le début de la crise, notamment pour faire un effort sur le stockage. Cet appel a été entendu. Nous avons aujourd'hui plus de 90% du stockage gazier rempli. Nous avons progressé sur des infrastructures urgentes, y compris ce qu'on appelle les flux inversés, notamment de la Slovaquie vers l'Ukraine, mais on a aussi installé un terminal LNG, GNL flottant en Lituanie, Dependence. Donc voilà, on a réussi à progresser sur des priorités ciblées dans ce domaine, mais on doit poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois les chefs d'État au niveau du Conseil européen, et aussi le Parlement européen, et aussi le nouveau président de la Commission, ont voulu inscrire l'objectif de l'union énergétique parmi les grandes priorités du nouveau mandat. Et l'union énergétique, elle devra se développer principalement autour de quelques axes. Nous présenterons un document sur l'union énergétique, ou sur la stratégie de l'union énergétique, puisqu'il faut faire passer le concept au niveau d'une véritable stratégie, basée sur des actions concrètes. C'est bien d'avoir une vision, mais il faut dégager les actions nécessaires, et on les développera autour de quelques axes.